Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Au cœur de l'info du vrai ce soir, coup de poker à l'Espagnol, la Catalogne, l'Espagne et l'Europe vivent depuis hier soir une situation sans précédent. Un président de région a déclaré l'indépendance de cette dernière avant de la mettre entre parenthèses. Un Premier ministre lui demande clairement si oui ou non il a déclaré l'indépendance. Mais pour l'instant, pas de réponse. Ce matin, l'ambassadeur d'Espagne en France traitait les Catalans de putschistes. En cas de putsch, généralement, c'est l'armée qui reprend les choses en main. Alors, où en sommes-nous ce soir? À Bruxelles, à Madrid et à Barcelone. Je vous présente nos invités. Dominique Régnier est politologue, directeur de la Fondation pour l'innovation politique. Vous êtes professeur à Sciences Po. Votre tout dernier livre, Où va la démocratie, vient de paraître aux éditions Plomb. Sylvia Lessazar de Montgaillard est politologue franco-espagnole. Vous êtes une spécialiste de l'Espagne. Et je rappelle, Les Espagnols déterminés, votre livre aux éditions Les Ateliers Henri Dougier. Enfin, Benoît Bellistrandi est historien. Vous êtes l'auteur d'une histoire de l'Espagne, des guerres napoléonienne à nos jours, paru chez Perrin. Dominique Régnier, une première question. On a l'impression qu'ils avancent dans un champ de mine. C'est-à-dire qu'à tout moment, ça peut exploser, ils ne savent pas où ils vont mettre le pied et on ne sait toujours pas où on en est. Oui, mais quand même, depuis hier, la situation a évolué. Elle n'est pas la même. Il y a un président de la Généralité de Catalogne, Puigdemont, qui a fait son discours maintenant, oui. Qu'il a fait dans des conditions apparemment assez compliquées, avec 1 heure de retard, qui a porté un discours avec une certaine difficulté, peut-être qu'on y reviendra, qui témoigne aussi d'une forme d'hésitation ou de dissension. Et finalement, dans cet acte de sécession, qui était la logique de ce mouvement, il n'y a pas eu le côté tranchant qui était attendu. C'est-à-dire que c'est très difficile de dire nous nous séparons, puis nous le ferons plus tard. Oui. Et donc, c'est d'ailleurs totalement incompréhensible. C'est incompréhensible. Donc je pense que ce geste-là, qui devait être tranchant, net, et qui supposait une forme d'énergie, a été raté par Puigdemont. Donc, de ce point de vue-là, ça fait passer un petit peu, je dirais, ça donne un peu de marge du côté du gouvernement espagnol. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on pourrait dire que les coups de poker se succèdent, parce que ce soir, Mariano Rajoy, on vient de l'apprendre il y a quelques instants, donne 5 jours à Carles Puigdemont pour clarifier sa position. Ça va durer combien de temps, ce sketch? Enfin, je ne sais pas, parce que c'est par ailleurs un sketch dangereux, important, et on est tous concernés. Alors, le gouvernement a décidé, en Conseil des ministres, de mettre en place l'article 155. Bon, l'article 155, pour être mis en place, il faut d'abord mettre en demeure la personne qui s'est mise hors la loi ou contre la Constitution. Donc, il met en demeure, M. Rajoy met en demeure M. Puigdemont d'éclaircir son propos qui, hier, était pour le moins confus. Bah oui. Voilà. Donc, déjà, M. Puigdemont va être obligé de lui dire je fais sécession tout de suite ou pas, et en fonction de ça, l'État va agir. C'est-à-dire que le gouvernement va demander au Sénat de se prononcer, et il a obtenu quelque chose de très important pour lui. Le Parti populaire a la majorité absolue au Sénat, mais ne voulait surtout pas lancer cette procédure sans l'appui d'autres partis. Faut qu'on fasse de l'explication de texte. Vous nous rappelez le principe de l'article 155 ? Oui, alors, la Constitution espagnole, en quelques mots ? Le principe de l'article 155, c'est que l'État décide en quelque sorte d'arrêter l'autonomie, de la suspendre, sine die. Il n'est pas obligé de la suspendre dans son entièreté. Il peut décider, par exemple, de prendre la main et de convoquer de nouvelles élections parlementaires en Catalogne. Voilà. Ce n'est pas du tout nécessairement militaire. C'est pas une intervention militaire, c'est une suspension de l'autonomie pour retourner à la légalité. Ce matin, l'ambassadeur d'Espagne en France les qualifiait de putschistes. Mais oui. Vous vous rendez compte, excusez-moi. Ce sont des putschistes. C'est extrêmement grave comme propos. Et normalement, quand on tient des propos aussi graves, derrière, il y a quelque chose qui doit suivre. Alors moi, j'ai dit l'armée pour aller au bout de la logique, mais Benoît Bellistrandi. On est effectivement face à des autorités qui tiennent leur légitimité de la Constitution et qui la violent. Donc on est effectivement dans un cadre extra-constitutionnel. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le gouvernement de Madrid ne recourt pas à des mesures d'exception. Il recourt à des mesures exceptionnelles, mais qui sont constitutionnelles et qui sont écrites dans la Constitution depuis longtemps, depuis 1978. Et ce fameux article 155, que maintenant tous les téléspectateurs connaissent et toute la presse française connaît, est la copie de l'article 37 de la Constitution allemande de 1949, qui est aussi un État fédéral, l'Espagne n'est pas un État fédéral, mais qui prévoit la possibilité, effectivement, d'arrêter des autorités qui s'arrogeraient un pouvoir excessif. Et on est dans ce cas de figure. Alors, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'on a assisté hier quand même à une situation surréaliste, parce qu'on a ce discours de Puigdemont très difficile à comprendre,
très dur sur la forme et très faible sur le fond. Oui. Mais ce discours n'est pas publié au journal officiel Oui, c'est ça. de la Catalogne, de la Généralité de Catalogne. Donc il n'a Je rappelle que ce qu'on appelle la Généralité de Catalogne, c'est la province ou c'est la région, le gouvernement. l'administration. Et donc on a un discours qui est un objet politique non identifié, et ça permet effectivement au président Rajoy de mettre en place une demande d'explication à partir de laquelle des mesures constitutionnelles seront prises. Pardonnez-moi, je vais vous dire, je trouve qu'on traite ça avec un demi-sourire et une certaine légèreté. On parle d'événements qui sont quand même extrêmement graves. Et quand je vous disais, on a l'impression qu'ils avancent sur un champ de mine, c'est aussi la perception qu'on en a. C'est-à-dire, à chaque pas, on pense que ça peut exploser, mais on attend que ce soit l'autre qui déclenche les hostilités, d'une certaine façon. Oui, mais on a justement hier, j'ai été soulagé hier, malgré tout, parce que je pense qu'on va éviter la tragédie. On avait un conflit politique qui était absolument en capacité de devenir un conflit civil. Et je pense qu'hier, on a arrêté. Je dirais, la marée ne monte plus. L'eau ne s'est pas retirée, mais la marée arrête de monter. Et le président Rajoy, dont on critique considérablement l'immobilisme, et peut-être avec raison, il a quand même fait dans cette affaire mesure de beaucoup de prudence, et il avance avec une maîtrise du calendrier qui évite de tomber dans l'accusation de l'extrémisme, et qui, par ailleurs, permet aux autorités catalanes de revenir, si elles le souhaitent, dans le chemin de la légalité, c'est-à-dire à partir du moment où elles suspendraient les dispositions arrêtées le 6-7 septembre au Parlement de Catalogne, ainsi que les différentes lois dites de transition juridique. Dominique Régnier ? Sur la question du coup d'État, Oui. on peut imaginer que l'ambassadeur d'Espagne utilise une formule un peu polémique pour marquer son hostilité. Un ambassadeur, ça mesure chacun des termes que ça emploie. Donc Oui. quand il parle de coup d'État et qu'il fait de des putschistes, ce qui, du point de vue madrilène et espagnol, est une forme de réalité et qui semble incontestable, jusqu'au jour où l'histoire emporte le vent de tout ça et on finit par trouver les choses normales, enfin parfois. Mais je veux dire, c'est comme il n'a pas inventé ses propos, l'ambassadeur d'Espagne. Non, mais c'est quelqu'un de très sérieux. Ce que je trouve très intéressant, c'est que ça correspond à une réalité qu'on a du mal à énoncer, parce que c'est l'inverse qui a été ressenti. On a eu le sentiment qu'il y avait un coup de force du gouvernement espagnol contre un mouvement démocratique. Et en quelque sorte, si c'est un coup d'État, c'est un coup d'État d'une certaine manière médiatique. Oui. C'est-à-dire que les indépendantistes ont attiré dans un piège médiatique le gouvernement espagnol. Ça, c'était le 1er octobre, où des électeurs se sont fait taper dessus, de façon d'ailleurs invraisemblable et plus que maladroite, par le gouvernement espagnol. Et là, au fond, ce qui s'est passé hier soir, c'est que dans son discours, Puigdemont essaye d'attirer une deuxième fois dans un piège médiatique le gouvernement espagnol en espérant qu'il va commettre la faute. Et la faute, c'est de dire ça suffit, j'interviens brutalement, et on le voit. On voit à l'image quelqu'un qui dit « Monsieur Puigdemont, je tends la main », et quelqu'un qui lui répond « J'interviens, je fais cesser tout cela ». Et donc c'est très tactique, pour ne pas dire cynique, comme démarche de la part du président de la Catalogne. Et s'il y a quelque chose qui a à voir avec le coup d'État, c'est d'une part le caractère transgressif. Il est évident que Puigdemont a violé la constitution espagnole, qui est aussi la sienne, puisqu'il l'a approuvée. Donc il y a une dimension de transgression qu'un État ne peut pas tolérer, quel qu'il soit, dans un pays en tout cas où personne n'est persécuté, puisqu'il y a assez de personnes qui sont allées, et de touristes qui sont allés dans la région pour savoir que ni à Barcelone ni dans les environs, il y en a tous les week-ends. Quand on y passe des vacances, on ne voit de traces de persécution. Donc c'est pas ça la situation. Donc la règle a été transgressée, il y a un rappel à l'ordre et au règlement, mais la Catalogne continue, enfin les indépendantistes continuent à espérer un faux pas de la part du Premier ministre espagnol. Madrid, cet après-midi, le chef du gouvernement prend la parole devant le Parlement. C'est la réponse de l'Espagne à la Catalogne. Et elle n'est pas fondamentalement beaucoup plus claire. En fait, nous assistons à une forme de dialogue de sourds dont on se dit à certains égards qu'il peut très mal finir. Sur place, Sébastien Pouquet et Basile Bone avec Antoine Magnan. C'est un conseil des ministres extraordinaire que Mariano Rajoy a convoqué ce matin. À son terme, le chef du gouvernement espagnol se présente devant les journalistes, un rôle habituellement réservé à son porte-parole. Mais Mariano Rajoy veut répondre directement à Charles Puigdemont. A-t-il, oui ou non, déclaré hier l'indépendance de la Catalogne ?
La réponse que le président de la Catalogne donnera à cette demande marquera le futur des événements de ces prochains jours. Rajoy renvoie la balle à Puigdemont, mais use d'un argument constitutionnel. Le Conseil des ministres a décidé ce matin d'envoyer une mise en demeure formelle au gouvernement de la Catalogne. Cette demande précède toutes les mesures que le gouvernement peut prendre dans le cadre de l'article 155 de la Constitution. La mise en demeure, première étape pour appliquer l'article 155 de la Constitution. Jamais utilisé, il offrirait d'importants pouvoirs à Madrid. L'article 155 de la Constitution n'a jamais été utilisé dans l'histoire de l'Espagne. Dans le cas d'une autonomie qui est dans l'illégalité, le gouvernement peut l'utiliser et prendre une décision pour sanctionner son attitude. Ici, le gouvernement trouve un moyen pour assurer la pérennité de l'État. Le problème, c'est que c'est un peu un article générique. Nous ne savons pas ce qu'il implique exactement, mais son but serait de réduire le pouvoir de l'autonomie catalane. Quelques minutes après le chef de gouvernement, c'est le leader de l'opposition, Pedro Sánchez, qui lui réitère son soutien face à la dissidence catalane. Nous partageons le sentiment qu'il est nécessaire que le président Puigdemont clarifie exactement ce qu'il a dit hier. Il est l'heure d'aborder la question de la réforme constitutionnelle dans notre pays. Et je vous annonce que l'accord que j'ai conclu avec le chef du gouvernement est que la commission d'évaluation de notre modèle d'autonomie dure 6 mois et qu'une fois évaluée la situation politique en Catalogne, nous débattions de la réforme constitutionnelle. Une réforme constitutionnelle pour régler la crise catalane en apparence. La seule chose que ça permet, c'est de gagner du temps, du point de vue du gouvernement. Mais c'est aussi de lancer le débat sur une réforme pour discuter avec l'exécutif et le parti indépendantiste sur la façon de perfectionner le modèle territorial espagnol. C'est évidemment un tournant pour une réforme comme celle-ci, parce qu'elle doit faire la synthèse entre des partis qui veulent l'indépendance et les autres. C'est un premier pas pour que tous les partis se mettent à discuter. Il faut donc affronter ce débat. Je vous rappelle, les Espagnols sont les seuls compétents pour décider de cette question. Mariano Rajoy poursuit le bras de fer en fin de journée devant le Parlement de Madrid, le seul légitime à choisir démocratiquement l'avenir de la Catalogne. Et je vous rappelle que nous avons appris il y a quelques instants que Madrid donnait désormais 5 jours à Carles Puigdemont pour clarifier sa position. On est dans une situation totalement bloquée au moment où nous parlons? Non, pas du tout. On a déjà quelque chose de très important, c'est qu'il y a une forme d'union nationale. Les choses se sont énormément clarifiées à Madrid, en fait. Nous avons le leader du Parti socialiste, dont je rappelle qu'il n'est pas à l'Assemblée nationale parce qu'il a démissionné de son poste de député au moment où il a été renversé par un coup d'État interne au Parti socialiste. Oui. Il a été réélu à nouveau au poste de secrétaire général et il avait été tenté, quand il était secrétaire général avant cette deuxième élection, d'un flirt assez poussé avec Pablo Iglesias. Et là, il y a une coupure très nette entre les partis favorables à la défense de l'État de façon institutionnelle, qui sont le PP, bien sûr, le Parti populaire de Mariano Rajoy, le Parti socialiste et Ciudadanos. Donc, la droite, les socialistes, en gros, la gauche et la droite en ce moment font front commun face aux Catalans. Voilà, les deux partis historiques, qui sont le Parti populaire et le PSOE, et qui sont alternés au pouvoir, plus le Ciudadanos, qui est un parti qui est le principal parti d'opposition en Catalogne, oui. Donc contraire à l'indépendantisme, et qui est devenu un parti national et qui a quand même 32 députés, ce qui n'est pas rien. Donc ces 3 partis font front commun contre l'indépendantisme et se sont mis d'accord pour ouvrir le débat constitutionnel et réformer cette constitution, qui, même si elle a apporté de très bonnes choses, n'est pas parfaite et perfectible. Et donc,
ils ont monnayé en quelque sorte leur soutien en disant oui, on vous soutient, oui, on est des partis d'État et on défend l'État et l'unité de la nation, mais il faut quand même se poser les questions de l'avenir et rebattre les cartes territoriales ensemble. Qu'on est sûr que dans les heures, les jours, peut-être même les secondes qui vont passer, et dans toutes ces incertitudes que l'on perçoit, il n'y a pas des extrémistes qui sont capables d'aller beaucoup plus loin, de commettre des actes terroristes, notamment en Espagne. On a connu ça au Pays Basque, on a connu aussi une forme de violence d'État. Est-ce que là-dessus, on a des certitudes ? Alors, on sait que la couple petit parti radical, révolutionnaire, indépendantiste a des comités d'action, une jeunesse militante, Arran, qui s'était illustrée au début du mois d'août en brûlant un car de touristes pour manifester contre l'invasion touristique à Barcelone. Ils ont créé des comités de défense du référendum, qui sont en fait des sortes de milices prêtes à intervenir. Et on a quand même découvert... Ils ont brûlé un car de touristes. Oui. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Il voulait dire par là qu'il y avait trop de touristes. Ça comme un acte raciste. Et il y avait trop de... Mais oui, mais il y avait trop de touristes à Barcelone et donc ils ont choisi d'être très, très violents. Simplement, après, il y a eu les attentats du 17 août qui ont un peu changé la donne et ils ont essayé de se faire un peu oublier. Mais il y a un fond de violence possible et on a découvert, lors de la perquisition chez Josep Maria Jové, qui est le numéro 2 du ministre des Finances de la Catalogne, Oriol Junqueras, qui est un des leaders indépendantistes, un document préparé par le gouvernement catalan, où sont données des instructions pour, effectivement, agiter la rue et transformer l'agitation urbaine, essentiellement, en moyen de pression contre Madrid. Alors, c'est là où je dis, malgré tout, que hier, malgré le caractère confus du discours de Puigdemont, il a légèrement reculé, la pression a baissé d'un cran, et puis, d'un autre côté, il faut aussi se rendre compte que, finalement, le front indépendantiste va se fissurer. Parce que justement, il est en train de perdre le soutien de la coupe, il est en train de chercher celui de Podemos, mais Podemos est anti-indépendantiste, favorable à un référendum d'autodétermination, mais anti-indépendantiste. Et par ailleurs, si Puigdemont a pris la décision qu'il a prise hier, c'est que tout simplement, ils ont mesuré l'état de faiblesse dans lequel il se trouvait par rapport à Madrid. Excusez-moi, j'insiste, tout ce que vous nous dites montre que c'est beaucoup plus instable que ce que vous sembliez nous dire en début d'émission. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça peut effectivement déraper à tout moment, qu'il y a des gens qui jouent un jeu dangereux et que tout n'est pas maîtrisé et que certains organisateurs peuvent tout à fait mettre en place des choses qui les dépassent totalement. Dominique Régnier. Ça, c'est tout à fait... ce que vous dites là, Yves Calvi, est à mon avis, une bonne description de la situation actuelle, malgré tout. L'histoire, elle n'est faite que de choses comme ça. Mais en particulier parce que hier, Puigdemont a déçu, c'est peu dire, d'ailleurs, il a même mis en colère, une partie des plus radicaux, évidemment, qui attendaient les propos fermes et définitifs et qui ne les ont pas eus. Et on sait très bien... Plutôt, ils y ont cru pendant 5 minutes et après, ils ont eu... Ils y ont cru pendant 5 minutes et ils l'ont probablement préparé pendant pas mal de temps. Et donc, que cette affaire préparée de longue date, ça c'est sûr, et c'est une affaire d'années même peut-être, débouche sur une espèce de flop où pendant 10 secondes, on a enregistré l'indépendance, comme ça, médiatiquement, de la Catalogne, pour ensuite ne plus très bien savoir ce qui se passait, c'est de nature à exaspérer tous ceux qui avaient jusqu'ici, et depuis quelque temps, la conviction que cette fois-ci c'était le jour. Et qui ne vont pas accepter, moi ça sera très difficile, qui sont chauffés à blanc. Enfin, vous avez dans les rues de Barcelone, dans les manifestations, vous avez des jeunes, des adolescents de 14-15 ans qui sont furieux, qui veulent absolument l'indépendance, qui sont très déterminés, qui ont été littéralement exaspérés par une politique éducative quand même très militante, très idéologique. C'est quand même, faut voir ça quand même. C'est assez curieux, un combat contre la langue espagnole. Enfin, c'est très curieux quand même. C'est presque comme si les Catalans indépendantistes infligeaient à l'Espagnol et aux Espagnols de Catalogne ce qu'ils reprochent qu'on leur inflige, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est quand même tout un monde très très militant qui voulait arriver au terme de l'opération et qui n'y arrivent pas là. Et ils ne vont pas rentrer chez eux en disant on a perdu les élections, c'est pas la même chose. Et donc il y aura pas ça va pas descendre aussi vite que ça la température. Le seul changement, c'est qu'ils n'ont plus le soutien du gouvernement catalan. Et auparavant, il y avait une grande complicité de la part du gouvernement catalan. Et là, le changement d'alliance va les placer en situation vraiment irrégulière. Donc on peut imaginer que la police catalane va être attentive à leurs actions. Alors, il y a un danger terroriste.
Je ne pense pas. Il peut y avoir des troubles dans la rue, mais je dirais pas terroriste. Ceci dit... Il y a un danger de violence ? Il peut y avoir un danger de violence, mais je pense qu'il y a des choses très importantes. D'abord, c'est ce qui s'est passé dimanche dernier. C'est-à-dire que pour la première fois, les Catalans silencieux, les Catalans qui ne sont pas favorables à l'indépendance, sont sortis dans la rue de façon extrêmement joviale, tolérante, inclusive. C'est-à-dire ils ont parlé, ils disaient « je suis espagnol, je suis catalan ». Et ils défilaient avec drapeau espagnol et drapeau catalan. Donc on a tout d'un coup vu dans la rue a été prise par d'autres personnes que celles qu'on a vues habituellement. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très important. Et il ne faut pas oublier que tous ces votes qui ont eu lieu, il y a autour de 2 millions de personnes qui se sont manifestées pour l'indépendance. Bon, il y a 46 millions de personnes en Espagne, il y a 7,5 millions de personnes en Catalogne. On ne va pas laisser 2 millions de personnes décider d'une amputation d'un État vieux de 5 siècles. Bon. Donc il y a déjà ça, et je pense que ça a quand même eu un poids très fort dans la décision. Parce que tout d'un coup, ces gens qui ne s'expriment pas se sont exprimés. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, comme le dit Benoît Pellistrandi, la majorité indépendantiste au Parlement, qui n'est pas une majorité dans les voix, a déjà éclaté. Donc nous allons nécessairement vers de nouvelles élections régionales. Ces élections, soit c'est le gouvernement de la Catalogne qui va les convoquer, soit c'est le gouvernement central qui va prendre les mains pour les convoquer en disant il faut un retour à la légalité, il faut un retour à l'ordre constitutionnel. Donc on renouvelle les équipes. On repasse devant les urnes, parce que contrairement à ce qu'ont dit les Catalans, ont parfaitement le droit de voter. Et on voit ce qui en sort, et c'est probablement ce qui en sortira, qui vont être les interlocuteurs pour d'éventuelles négociations, n'est pas le bon terme, mais la position du gouvernement est ferme. Tant qu'on a face à nous des putschistes, je reprends le terme de l'ambassadeur, c'est-à-dire des gens qui se sont soulevés contre l'ordre constitutionnel, ça ne peut pas être nos interlocuteurs. On parle avec des gens qui respectent la Constitution. Sinon, on ne parle pas. On connaissait la douche écossaise, il faudra désormais compter avec la douche catalane. C'est ce qu'ont vécu hier soir des milliers d'indépendantistes catalans réunis pour écouter leur leader, Carles Puigdemont. Il annonce une indépendance qu'il met entre parenthèses dans la foulée. Depuis, le temps suspend son vol à Barcelone, où l'on retrouve Sonia Sadon et Louis Sibyl avec Alix Van P. Réveil difficile dans ce quartier de Barcelone. La majorité des habitants veut l'indépendance. Mais une fois de plus, il faudra attendre, comme l'indique les unes des journaux. L'indépendance est suspendue. Ils parlent d'une indépendance en différé. Ils veulent toujours être autonomes, mais apparemment ce n'est pas possible pour l'instant. Temps mort. Un dialogue sur pause. Des titres qui font référence au discours très suivi du président de l'exécutif catalan la veille au soir. Hier, en début d'après-midi, les militants indépendantistes s'apprêtaient à célébrer leur déclaration d'indépendance. Parmi eux, ces agriculteurs applaudis devant l'Arc de Triomphe aux abords du Parlement catalan. On est là pour la Catalogne. Ce sera sans violence. Pacifique. Pas comme les Espagnols. On représente surtout le monde rural, qui est très impliqué. On veut montrer que nous aussi, on a notre mot à dire. On veut porter notre voix jusqu'à Barcelone. Nous aussi, on est citoyens de cette ville. De l'autre côté du parc, pas de police espagnole. Ce sont les Mossos, la police catalane, qui assurent la sécurité du Parlement. L'instant historique approche. Devant des écrans géants, une marée humaine aux couleurs de la région. Tous attendent le discours du chef des séparatistes, dans la très bonne humeur. Je suis très émue, j'ai le cœur rempli de joie. J'ai envie de pleurer. Mes parents attendaient déjà ce moment. J'ai le cœur qui déborde de joie. J'espère que le résultat sera celui qu'on espère. Un résultat qui se fait attendre. Alors certains entonnent un hymne catalan d'actualité. Mais la tension monte.
Arrive enfin Carles Puigdemont, qui confirme l'indépendance. Suite au résultat du référendum, j'assume le mandat du peuple qui veut que la Catalogne soit un État indépendant sous forme de république. Mais coup de tonnerre, quelques minutes plus tard. Le gouvernement et moi-même proposons que le Parlement suspende les effets de la déclaration d'indépendance pour pouvoir entamer un dialogue. Le processus d'indépendance est gelé. Sur la place, quelques applaudissements. Certains séparatistes sont sonnés. Ça a été un choc. Mais j'espère qu'ils ont choisi la meilleure option. C'est une déception totale. On pensait qu'il y aurait une date arrêtée pour l'indépendance. Mais non, c'est une douche froide. Les plus déçus restent jusque tard. Convaincus par le message hurlé dans le mégaphone, la Catalogne sera toujours à nous. Alors, on a plusieurs constats à faire. C'est intéressant de voir ceux qui étaient présents hier soir à cette retransmission. D'abord, on voit des dames d'un certain âge qui ne sont pas des terroristes et dont les papas, visiblement, déjà souhaitaient une indépendance de la Catalogne. Et puis, on voit des gens qui attendaient autre chose de la part de leur leader, qui leur a fait en 2 temps. Il va y avoir des conséquences, là aussi, à ce qui s'est passé hier soir. Je veux dire, ils attendaient quelque chose qu'ils n'ont pas eu. C'était... Enfin, tout ce qui avait été construit à partir du référendum, puis de la manière dont ça s'est déroulé et de son résultat, l'utilisation politique de ce moment confus et aussi quand même dramatique, ces images étaient très négatives, conduisant à la déclaration d'hier, c'était un chemin vers l'indépendance. Vous pensez qu'il s'est dégonflé? Vous pensez qu'on a fait pression sur lui? Oui. Vous pensez qu'il s'est rendu compte qu'il avait mis en place quelque chose qui le dépassait? Enfin voilà, c'est aussi une affaire humaine parce que... Oui, mais là on voit, c'est très clair. Le monde et l'Europe le regardaient hier soir. En réalité, hier, il y a un rêve qui s'est brisé. Et je dirais, il y a une sorte de... Le réel s'est rappelé à ces Catalans qui s'étaient enivrés de la propagande indépendantiste. On leur avait dit, vous aurez plus d'argent, l'Europe vous accueillera, les entreprises resteront, ce sera le paradis, il n'y aura plus d'Espagnols. Bon, or, ils se sont rendus compte que l'Europe ne veut pas d'eux, le conflit n'a pas été internationalisé. Et quand, mercredi dernier, il y a une semaine, Puigdemont répond au roi et dit aux Catalans, des millions d'Européens sont derrière nous. Où est-ce qu'ils sont ? Il n'y en a aucun. Bon, et la pression des milieux économiques a été terrible. Il suffit de regarder les 2 éditoriaux de La Vanguardia de lundi et de mardi. La Vanguardia, le grand journal libéral catalan nationaliste qui représente la bourgeoisie nationaliste. Et les milieux d'affaires. Les milieux d'affaires. Et qui, et nationaliste, enfin, qui assume l'identité catalane. Mais c'était vraiment très clair en disant à Puigdemont, arrêtez, vous êtes en train de conduire la Catalogne au suicide. Les mots étaient d'une grande sévérité. Donc, ce qui s'est passé hier, effectivement, c'est que la baudruche s'est dégonflée. Lui, en plus, n'est quand même pas, je veux dire, c'est comme leader Maximo, on a vu mieux. Et d'une certaine façon, c'est la société qui est, à mon avis, une partie de la société catalane qui est en proie à une pathologie nationaliste, tout d'un coup découvre, effectivement, qu'on l'a mené en bateau. Mais vous parlez de pathologie nationaliste, et quand même des termes qui sont... je serais catalan, je vous entendrais dire ça, je deviendrais dingue. Enfin, Oui, mais écoutez... Vous les traitez de malades mentaux? Non, Si. C'est une pathologie sociale, c'est une pathologie sociale et culturelle comme quand on est en bonne santé, qu'on devient malade, c'est quand même le corps qui était au départ en bonne santé qui se met à dysfonctionner. Et là, actuellement, il y avait des éléments dans le nationalisme catalan, des éléments culturels, politiques, mémoriaux, qui se sont mis à dysfonctionner. Et j'en veux pour preuve le racisme de ce nationalisme catalan, qui est quand même très faible, qui est très fort, pardon, mais qui s'adresse contre les Espagnols. Donc, on ne le voit pas en Europe, parce qu'on n'a pas l'impression qu'ils sont racistes, alors qu'ils le sont profondément. Et puis, cette manipulation de l'histoire, c'est hallucinant. Enfin, je veux dire, pour peu qu'on connaisse un tout petit peu les notions historiques, la manière dont elle est enseignée en Catalogne, mais on est quasiment
je vais mettre quand même quelques guillemets, mais Faites en très Union attention à ce soviétique. que vous allez dire, là je vous sens parti pour... En Union soviétique, non mais je parle sous le contrôle de Sylvia Deshazard. On a vraiment un problème d'enseignement de la vérité historique, factuelle, hein, factuelle. Et d'une certaine façon, regardez, l'opinion publique mondiale, elle est contre Trump. Eh bien, Puigdemont, il a le même rapport à la vérité que le président Trump. Alors, je voudrais juste insister sur un point, parce qu'il y a la dimension retour d'un nationalisme identitaire pur et dur 100 ans après 14-18. Je trouve quand même que c'est spectaculaire de voir revenir ça au cœur de l'Europe après tout ça. On redemande des frontières. Voilà. D'ailleurs, à ce sujet, Josep Borrell a fait un discours magnifique à Barcelone, rappelant que les frontières sont comme les cicatrices sur la peau de la terre, et ce sont les cicatrices de nos combats et de nos guerres. Mais il y a autre chose aussi, et qui me paraît vraiment très important de souligner. Le problème de ce qui s'est passé, c'est que dans un cadre dans un contexte tout à fait irrégulier, on organise une consultation électorale qui n'a pas de légitimité, qui n'a pas de statut légal, et du résultat, on en tire un pouvoir quasiment de droit. Ça veut dire que on peut tout à fait imaginer de détacher ce mouvement d'une revendication identitaire ou nationaliste. On peut très bien imaginer qu'une communauté humaine, une partie d'une nation européenne, sur une idée à laquelle elle tient ou dont elle ne veut plus, sur une croyance religieuse, organise une consultation, fait venir 3 millions de personnes, 10 millions de personnes. C'est possible de faire ça aujourd'hui sans difficulté particulière. Et de ce résultat prend à témoin un pouvoir et le monde entier. Nous sommes des démocrates, nous avons tranché par un référendum. Nous avons donc le droit, désormais, de pratiquer ceci ou de ne plus faire cela. Ce que vous venez de décrire, ça s'appelle un coup d'État. Oui. Quand on est dans un cadre démocratique, un institutionnel. séparatisme généralisé qui ne sera pas nécessairement territorial demain. C'est pour ça que ce qui se passe en Catalogne, c'est pas que l'affaire de la Catalogne, c'est pas que l'affaire de l'Espagne, c'est pas non plus que l'affaire de l'Europe. C'est la question de savoir ce que va devenir notre monde démocratique si à l'intérieur d'un système conventionnel de règles établies et acceptées par nous tous et que nous avons approuvé, pour l'Espagne comme pour les autres pays et pour l'Europe tout entière, nous laissons se faire ainsi au nom d'une pseudo-démocratie. Je suis désolé, c'est pas parce qu'on vote que c'est régulier. Hein. C'était pas régulier. La Commission de Venise a émis, non pas un avis, mais enfin elle a fait savoir que les conditions n'étaient pas réunies. Donc on a formellement l'apparence d'un vote, mais ça n'est pas légitime pour autant. Si ceci entre dans le dispositif démocratique, et c'est possible aujourd'hui, parce qu'il y a une espèce de naïveté à l'égard de ce geste-là, eh bien, nous n'avons plus de communauté politique. Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Quand on regarde ce qui s'est passé, non pas depuis la Première Guerre mondiale, mais depuis la Deuxième, on a eu toutes les vagues de décolonisation. Donc le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ensuite, on a eu la chute du mur de Berlin et l'éclatement de certains pays, la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, etc., qui venaient du bloc soviétique ou parasoviétique. Oui. Est-ce qu'on peut accepter que des démocraties occidentales où il n'y a aucun cas d'oppression décident, en appliquant le principe freudien du plaisir, de se faire plaisir et de devenir indépendant, comme ça. Parce que ce qui est très intéressant, c'est comment ils justifient. C'est-à-dire, ça n'est pas justifiable par une oppression. Donc on la crée, c'est exactement ce que disait Benoît Pellistrandi, et c'est basé sur un triple mensonge. C'est-à-dire, on ment sur le passé en réécrivant une histoire d'oppression qui n'a pas existé. On ment sur le présent en disant que l'Espagne n'est pas une démocratie, mais un État répressif, ce qu'elle n'est pas, tout le monde s'accorde à le dire, même si les images du 1er octobre sont très navantes, j'en conviens. Ils y sont mal pris. Et on ment sur le futur en disant que le futur va être rose, qu'on va rester en Europe, qu'on va rester dans l'euro, que tout va aller dans le meilleur des mondes. Donc on ne peut pas bâtir quelque chose, même dans la légalité, et on est hors de la légalité, sur un triple mensonge qui est un triple refus de la réalité. Donc en fait, c'est le choc. Maintenant, Puigdemont, il s'est heurté à la réalité. C'est-à-dire, la réalité lui revient en pleine figure. Et c'est comme s'il... Je ne doute pas que M. Puigdemont soit un indépendantiste convaincu. Oui. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il a confisqué la parole des Catalans, alors que je suis persuadée personnellement qu'il y a une majorité de non-indépendantistes
en Catalogne. Et c'est pour ça que je souhaiterais que dans la légalité, il puisse s'exprimer. Nous allons donner la parole maintenant à Adrià Alsina. Cet homme est le porte-parole de l'Assemblée nationale catalane. Rien d'officiel là-dedans, je vous le dis tout de suite, mais il représente les indépendantistes issus de la société civile. Une Catalogne indépendante, c'est selon lui une très bonne nouvelle pour la France et pour l'Europe. Sonia Sadone et Louis Sébille. Je crois que l'indépendance de la Catalogne est très bonne pour l'Europe parce qu'on a vu comme en Europe d'aujourd'hui, les États qui font vraiment avancer l'Europe dans le sens du progrès et de la démocratie, ce sont les États moyens. Ce sont les États comme le Danemark, les États comme l'Hollande, des États qui sont très ouverts, des États qui sont prêts toujours à changer, à adopter les nouvelles lois de Bruxelles. Par contre, les États grands, dans ce cas comme la France et comme l'Espagne, sont des États qui très souvent bloquent l'Europe. Par contre, une Catalogne indépendante, ça serait un pays beaucoup plus d'accord avec la législation européenne, beaucoup plus facile d'y travailler, et une Espagne plus petite aussi, elle serait beaucoup plus facile de travailler pour l'Europe. Et c'est pareil pour la France. La France, la Catalogne a toujours eu une relation très intense avec la France. Et donc la Catalogne pourrait être cette Belgique du Sud, donc un pays ami sur lequel on peut toujours compter. Et même pour les Catalans du sud de la France, une Catalogne indépendante, ça serait une tranquillité. Qu'on peut toujours trouver ces droits culturels respectés dans le pays catalan, dans la nouvelle République catalane, et donc il n'aurait pas besoin de réclamer tous ces droits à la France. Alors, je crois qu'on retrouve un certain nombre d'attraits que vous étiez en train d'évoquer il y a quelques instants. Si je vais au bout de cette logique de référendums qui peuvent apparaître comme ça, on peut imaginer un référendum sur le retour de la peine de mort en Pologne, on peut imaginer un référendum à caractère religieux, enfin, tout est possible. Absolument. On peut même imaginer qu'une partie d'une nation décide d'avoir sa propre législation au nom d'une souveraineté qui se serait exprimée sur un territoire donné sans référence à une identité historique. On peut très bien l'avoir par la référence à une conviction politique, religieuse, un principe auquel on croit. Les Champenois de Mourmelon à Reims Alors ça, en plus, on peut avoir toutes ces dimensions, je dirais, que l'histoire a pu créer identitaires. Elles sont toujours là, et souvent, d'ailleurs, ce sont des sources extraordinaires de richesse culturelle. Oui. Hein. Donc ça n'est pas... Mais là, cet argument est très bon. Il est frappant, quand on écoutait hier Puigdemont, et je suis désolé, quand on écoute encore là l'orateur à l'instant, qui dans un excellent français d'ailleurs, donnait les raisons, il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'argument. C'est quand même frappant, c'est vide. Les raisons pour lesquelles les Catalans veulent l'indépendance, hier pendant 40 minutes, moi je les ai cherchées, je n'ai pas trouvé, il n'y a rien. Il n'y a rien. Simplement, on le veut, donc on doit l'avoir. Et vous le disiez, on ne peut pas dire on nous a privés de nos libertés, ça n'est pas le cas. Nous avons été appauvris, ça n'est pas le cas. Il n'y a rien, aucune raison. Que ferait-il de plus qu'ils ne le font aujourd'hui ? Une chose est très simple qu'il faut quand même dire pour être clair. La sécession, ça veut dire la sortie de l'Union européenne. Oui. Pour revenir dans l'Union, il faudrait l'accord de l'Espagne. Qu'il ne donnera jamais. L'accord de tous les États. Oui. Donc c'est fini, l'affaire est réglée. Et donc comment voulez-vous tenter une aventure pareille aujourd'hui avec une sortie de l'Europe, une sortie de l'euro, comment rester dans l'euro si on n'est pas dans l'Europe, et un État qui devient quand même microscopique. On a beau faire l'éloge des petites nations, le monde est vaste, océanique, il y a de grandes puissances émergentes, et la fédération ou l'association est quand même la réponse la plus appropriée pour des nations moyennes, même comme la France. Benoît Pellistrandi. Le vrai projet indépendantiste, c'est un projet d'homogénéisation de la société catalane. Et contrairement à ce qu'affirment les gens de la société, de l'Assemblée nationale catalane, une Catalogne indépendante avec ses partis au pouvoir aurait des conséquences sur les libertés civiles et les libertés publiques des Catalans. Donnez-nous des exemples. Un exemple simple. La liberté de parole en Catalogne. TV3, qui est une chaîne catalane, payée par les autorités publiques, il y a un véritable biais idéologique. Et j'ai souvenir d'avoir participé à des émissions que vous animiez, qui ont été reprises sur YouTube,
qui sont passés en Catalogne et où il disait, regardez, au moins en France, ils peuvent dire la réalité de ce qui se passe en Catalogne. Et c'était des vidéos qui étaient vues à 800 000 ou 1 million de fois, parce qu'il n'y a pas la même diversité de prise de parole dans l'espace public catalan. Et c'est justement le point d'inflexion très fort de la manifestation de dimanche dernier, où les choses ont changé et où Josep Borrell a aussi dit « mais il fallait parler avant ». On a eu tort de se taire. Et là, de ce côté-là, il y a une autocritique qui est excellente. Vous vous rappelez qui est Josep Borrell ? Alors, Josep Borrell est un socialiste catalan. Voilà. Il a été président du Parlement européen. Il a été ministre de Felipe González. Et si Pedro Sánchez avait gagné les élections législatives, il aurait été le ministre des Affaires étrangères, puisque Pedro Sánchez avait présenté son gouvernement avant les élections. Que vous comprenez que le climat, j'allais dire, culturel et parfois de peur que vous décrivez, ou en tout cas d'omerta au sens le plus péjoratif du terme que vous décrivez sur cette région, est quelque chose qui est forcément surréaliste pour la plupart de ceux qui nous écoutent et qui vont y passer le week-end en trouvant que c'est une des plus belles cités d'Europe, qu'on y est bien, qu'on y mange bien et qu'on y est heureux. Vous comprenez ce décalage ? Oui, c'est très difficile à comprendre. Oui, parce que quand vous allez en week-end dans une ville, vous n'êtes pas élevé. Mais si vous êtes un étudiant de l'université de Toulouse qui va à Barcelone et qui se trouve qu'il pensait que son échange, on allait lui parler dans une langue reconnue mondialement qui est l'espagnol, et qui se trouve qu'on ne veut pas lui parler, il est un peu... Voilà. J'ai eu un débat chez un de vos confrères avec le représentant de la Generalitat à Paris. Et il a eu cette phrase extraordinaire. Et il a dit, on lui disait, mais enfin, dans le primaire, on ne parle que le catalan, il n'y a que 2 à 3 heures d'espagnol par semaine, etc. Vous êtes en train de massacrer l'espagnol, d'essayer que les gens ne parlent pas l'espagnol. Et il a répondu, c'est une politique d'inversion linguistique et les gens qui ont envie d'apprendre l'espagnol n'ont qu'à aller dans une école privée. C'est-à-dire qu'on est en train de vous dire que sur le territoire espagnol, si un enfant dont les parents ne peuvent pas se payer ou n'ont pas envie de se payer une école privée a envie d'être formé dans la langue officielle de son pays, il ne le peut pas. Donc, si vous voulez, ce que je pense, c'est qu'il faut penser à après. Supposons que les choses se passent bien, qu'on retourne à la légalité à Barcelone, qu'il y ait de nouvelles élections, qu'il y ait un dialogue entre Madrid et Barcelone, etc. Comment est-ce qu'on va reprendre les choses ? Parce que comment est-ce qu'on va reprendre cette éducation ? Comment est-ce qu'on va créer un récit national ? Il nous faudrait une conférence nationale des programmes, comme il y a en France, où on se mette d'accord sur un récit national avec de très grands historiens, y compris des historiens catalans. Vous êtes en train de nous dire que la plaie est ouverte, on ne va pas pouvoir la fermer comme ça. La plaie est très ouverte. Elle est très ouverte. Il y a 40% des gens, vous avez toutes les générations et tout. Oui. Mais je pense qu'il y a 60% des gens qui sont contre. Donc ces 40% ne peuvent pas obliger. Mais ils sont là. Ils étaient 20, ils sont devenus 40. Et c'est comme dans un divorce. Si votre femme veut s'en aller et vous lui dites que le type de divorce qu'elle veut utiliser n'existe pas dans la législation et que sans vous, elle va vivre beaucoup moins bien parce que vous avez de gros moyens, c'est pas la même chose que si vous lui dites que vous l'aimez et que vous aimeriez qu'elle reste avec vous. Et je pense que c'est un peu ce qu'a fait Rajoy. Il a eu un discours. Il a fait ce qui, pour un homme aussi réservé que lui, ressemble le plus à une déclaration d'amour. Il a dit « On vous aime, on a vécu ensemble, on a fait des grandes choses ensemble depuis 1978. » Et quand on écoutait Puigdemont, c'était le contraire. C'était la chronique de ce désamour depuis 1978, alors que Rajoy disait « On a fait des grandes choses ensemble, mais il faut qu'on continue comme ça. » Il n'empêche que Madrid ce soir donne 5 jours... à la Généralité et à monsieur Puigdemont, très clairement, pour clarifier sa position. Oui, qu'est-ce qui peut se passer là dans les 4 jours qui viennent ? Les 5 jours, il ne faut pas imaginer que c'est un ultimatum, c'est vraiment ce qui est absolument prévu par les textes. Donc, on demande une explication, il faut la donner en temps, en heure, parce que si on attend 6 mois, on sera vraiment dans le flou va continuer. Mais bien sûr qu'ils veulent jouer la montre. Oui, mais ça, c'est pas... La presse espagnole a publié des informations très intéressantes qui montrent notamment que tout ce qu'on vit en ce moment est préparé de longue date du point de vue des indépendantistes, qu'ils veulent aussi créer de la perturbation et de l'anarchie de rue, et qu'ils attendent... Enfin, c'est pas le palais d'hiver, mais pas loin. C'est là où il faut comprendre aussi que ce gouvernement catalan, depuis qu'il est en fonction, c'est-à-dire ça fait 2 ans, ne pense qu'à ça et ne s'occupe que de cela. Et c'est une des raisons aussi, au moment des attentats de Barcelone, il y a eu une très forte critique en disant « Mais attendez, il n'y a pas que le process dans la vie, le process c'est le processus d'indépendance, il y a aussi le gouvernement de la Catalogne. Occupez-vous de la Catalogne, occupez-vous des réalités. » Mais ce qu'a demandé le Premier ministre sous 5 jours, c'est d'une part pour engager l'article 155, il faut l'engager de cette manière-là,
Donc c'est fait, puisqu'on se demandait quelques jours auparavant si ça allait être engagé, etc. Maintenant, c'est fait. C'est un article qui n'a jamais été utilisé, ça a été dit, donc on ne sait pas très bien non plus comment l'utiliser, hein, donc ça va s'inventer au fur et à mesure. Il y a même des débats de juristes pour savoir si on a le droit, dans ce cadre-là, de dissoudre l'Assemblée catalane. C'est un débat que les juristes ont, c'est pas sûr, mais enfin ça peut se faire. Donc il y a ceci qui est enclenché, mais ça veut dire aussi, et c'est quand même la moindre des choses, d'en appeler à la clarté du côté de Puigdemont, parce que ce qu'il a dit hier était tout sauf clair. Je franchis le Rubicon, je m'arrête au milieu et je fais quoi? Donc là, il est normal de poser la question, est-ce que vous allez jusqu'au bout, vous transgressez vraiment? Et là, nous allons agir. Ou bien vous reculez, vous revenez dans la légalité, et là nous allons discuter. Mais si vous voulez que nous agissions, il faut d'abord qu'on sache exactement ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez aller jusqu'au bout du geste, ou est-ce que vous voulez revenir en arrière? C'est la moindre des choses. Et si Carles Puigdemont a l'idée de jouer la montre et de ne pas répondre à la question, là on tombe dans la tragédie et la comédie en même temps. Est-ce qu'on sait s'ils se parlent par téléphone, s'ils vont se croiser, je ne sais pas, à Barcelone ou à Madrid ou dans d'autres lieux? Enfin, voilà, c'est ce qu'on sait en ce moment, au moment où nous parlons, s'il y a des rencontres, si ces gens-là sont prêts à s'insulter, à en venir aux mains ou à se mettre autour d'une table pour discuter. On avait eu l'image très forte le 18 août, au lendemain des attentats, et ensuite à la messe à la Sagrada Familia, le dimanche. Et ça avait été des images fortes qui, effectivement, montraient qu'on pouvait se parler. Et je crois justement que ces images fortes aussi ont inquiété les indépendantistes qui se sont dit que là, il y avait une corde sensible qu'il ne fallait surtout pas laisser le temps à cette corde sensible de développer ses effets. C'est pour ça qu'à mon avis, ils ont accéléré. La difficulté aussi, c'est que je crois que Mariano Rajoy, dont on critique beaucoup l'immobilisme, il faut peut-être quand même lui reconnaître qu'il a affaire à une difficulté majeure. C'est-à-dire qu'il a face à lui des interlocuteurs où il n'y a aucune rationalité politique. Il calcule bien, ça c'est vrai, ce sont des maîtres dans la stratégie, dans la tactique, mais il n'y a aucune rationalité politique. Vous êtes face à des messies qui pensent conduire le peuple catalan à la libération. Donc c'est très difficile pour Mariano Rajoy de se dire comment je parle alors qu'on est sur deux niveaux, et j'allais presque dire deux planètes intellectuelles et morales complètement différentes. Si on fait cette description, et moi je crois qu'elle est juste, ça signifie aussi que ça ne va pas s'arrêter. Parce qu'on ne va pas désenchanter cette cause. Et si on dit, et c'est vrai aussi, que l'école y prépare tout petit et déjà depuis longtemps, on a maintenant les générations les plus dures qui arrivent en réalité. Et donc on n'est pas sur une phase d'extinction, mais plutôt d'affirmation. Et sans doute que ce qui se passe aujourd'hui est l'expression de cette première maturation, mais cela va se poursuivre et peut-être même s'amplifier.